Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est la composante juridictionnelle des stratégies de la droite. C'est-à-dire, la droite ne se contente pas de faire pression sur les nominations, de présélectionner, ensuite de faire des campagnes de pub, etc. Il y a maintenant tout un tas de groupes qui ont été créés, donc au fil des années. Et ce qui m'a frappé, quand j'ai fait la recherche, quand j'ai enquêté, quand j'ai rencontré les groupes d'intérêt public qui essaient de faire cette recherche aussi, c'est qu'ils ont tous des noms extrêmement ronflants, du genre Honest Election Projects. Vous vous dites, un projet pour des élections honnêtes, ça me paraît très très bien. Sauf que le but de ces groupes qui ont toujours ce Integrity for Election, etc., leur but n'est pas du tout de protéger l'intégrité des élections, mais de jeter le trouble en disant qu'il y a des fraudes, de façon à ce que l'électeur moyen perde confiance dans le système électoral. De même, il y a un autre groupe qui s'appelle Students for Fair Admission, les étudiants pour un processus fair, donc équitable, d'admission à l'université. Vous vous dites quand même, c'est bien. Sauf que c'est un groupe qui a pour mission de lutter pour tout ce qui est affirmative action, c'est-à-dire les processus qui, à l'époque, qui maintenant ont disparu, grâce à l'action de ce groupe, permettaient aux universités de donner un petit plus à des étudiants afro-américains ou à des étudiants... Enfin, il y avait possibilité, non pas de quotas, ça avait été refusé sans doute à juste titre par la Cour suprême en 1976, mais la possibilité de prendre en compte un certain nombre de facteurs de façon à ce qu'il y ait, et c'était le mot-clé à l'époque, diversity, qui est une grande diversité dans les étudiants, partant de l'idée que si tous les étudiants viennent du même background, c'est pas très très intéressant, mais le fait qu'il y ait des nationalités différentes, des origines différentes, peut-être des religions différentes, ça a apporté cette diversité et cette richesse à la fois à l'université, mais il y avait aussi des programmes d'affirmative action dans les entreprises, un petit peu partout. Et donc ces groupes ont lutté contre les programmes et ils sont arrivés à leur fin puisqu'il n'y a pratiquement plus d'affirmative action. Donc ces groupes vont en justice. Ils vont en justice systématiquement pour la plus petite chose. Mais surtout, ils vont en justice maintenant, à la fois pour des raisons politiques et par des mécanismes qui sont des violations des règles. Alors, pour des raisons politiques, prenons l'exemple de la loi santé du président Obama. Vous vous rappelez qu'il a fallu des mois et des mois que Obama a utilisé la quasi-totalité de son capital politique pour faire adopter cette loi, qui était loin d'être parfaite, mais qui a permis d'assurer 30 millions d'Américains qui ne bénéficiaient pas de l'assurance maladie, qui a permis d'assurer les jeunes qui jusqu'à 26 ans pouvaient être couverts par leurs parents, etc. C'était un progrès. C'était loin d'être parfait, mais c'était un progrès. 7 minutes après l'adoption de la loi, contre laquelle les républicains avaient lutté pendant plusieurs mois, 7 minutes après, un ministre de la Justice du Texas a contesté telle disposition de la loi. Il y a eu plusieurs de ces litiges, alors parfois pour des motifs constitutionnels, violation de la clause du commerce, etc., parfois pour des motivations légales, donc juridiques mais non constitutionnelles. Mais l'idée est qu'il n'y a jamais... Une question n'est jamais réglée. Et quelque part, ça pose un problème de fiabilité de la justice et de prévisibilité.